Lutter contre les violences, harcèlement, discrimination est un enjeu majeur de société. De nombreuses instances, établissements, institutions se sont lancés dans ce combat. Bonsoir Thierry Magnien. Bonsoir. Vous êtes recteur délégué à la vie étudiante à l'Université catholique de Lille. Bonsoir Cyril Hénon. Bonsoir. Vous êtes directeur de Hall, l'association qui accompagne les étudiants du campus dans leur vie quotidienne. Alors l'Institut catholique de Lille et ses étudiants, ils sont pleinement engagés depuis des années dans cette lutte. Je tiens à préciser tout de suite, pour que l'on sache que vous n'êtes pas là parce que la Catho connaîtrait une augmentation des faits de ces situations, mais pour que l'on comprenne les outils finalement qui sont mis en place. D'abord, avant de parler des outils, quel est le spectre de ces violences dont on parle ? Alors on parle beaucoup de harcèlement. Que ce soit par Internet, que ce soit directement dans retour de soirée, ou que ce soit à l'intérieur même d'ailleurs des cours. Harcèlement, différentes formes de harcèlement. Ensuite, on a tout ce qui tourne autour des discriminations. Et les discriminations, c'est souvent maintenant l'homophobie ou des discriminations de genre. Et puis, ça peut être aussi pour la race en particulier aussi. Et puis, évidemment, tout cela peut s'accompagner de violences. Alors, on parle aussi de violences sexistes et sexuelles, les VSS, contre lesquelles aussi nous luttons à l'intérieur de la cellule que nous avons mise en place. À propos de cette cellule que vous avez mise en place, ça fait déjà un moment qu'elle est mise en place, cellule VHD, c'est ainsi que vous l'appelez, violence, harcèlement, discrimination. Que contient-elle comme outil ? Alors, il y a d'abord une équipe qui accompagne, qui écoute, qui accompagne les situations, qui soutient et qui envoie, par exemple, vers le centre de santé dont Cyril parlera juste après, avec une action concrète. Il y a aussi 28 référents à l'intérieur alors de la partie Institut catholique de Lille, c'est-à-dire les facultés et les écoles qui sont liées. 2 par établissement. Voilà. Et ces référents qui sont formés et qui sont en proximité, je dirais, des étudiants beaucoup plus, parce que avant d'aller expliquer sa difficulté dans une cellule ou au CPSU, on a souvent besoin d'avoir un relais local et de proximité. CPSU ? Le centre de santé, oui. Centre polyvalent de santé universitaire. Le fameux centre de santé dont on parlait Thierry Magnien à l'instant. Et c'est important que ces 28 référents soient bien formés. Au niveau de la France complète et des universités françaises, qu'elles soient publiques ou les universités catholiques, le ministère nous a demandé depuis longtemps de nous engager là-dedans. Il y a des formations officielles reconnues et nos référents sont formés ainsi. Venons-en au travail de ce fameux centre de santé, Cyril Hénon. Donc le centre polyvalent de santé universitaire va déployer des spécialités différentes de médecine générale, de psychologie, de gynécologie et de bobologie en tout genre avec une infirmerie qui est à demeure. Et là, effectivement, dans ce sujet-là en particulier, main dans la main, les médecins traitants et les psychologues vont accompagner donc, la cohorte de nos étudiants, souvent de première année, notamment dans des séances d'information, de sensibilisation, des séances de prévention. Obligatoires. Pour les premières années, les étudiants sont amenés à se présenter dans des séances qui sont organisées par les établissements eux-mêmes. Et le but du jeu est d'expliquer en fait finalement le contexte dans lequel ils se trouvent et de les sensibiliser. On va parler effectivement de problématiques en lien avec notamment la fête étudiante. C'est un sujet quand même qui est important. Thierry en reparlera tout à l'heure. Et également donc de ce qu'il est important que ces étudiants et étudiantes qui arrivent pour la première fois aussi parfois dans la ville prennent conscience que c'est important. Mais pour bien comprendre le mécanisme, parce que l'on parle du centre de santé, mais ça démarre par des signalements, par une écoute, par... Santé, c'est soigner, mais c'est aussi prévenir. Et donc, effectivement, les signalements peuvent arriver soit par la cellule en direct, soit, effectivement, directement par les étudiants eux-mêmes qui vont aller se faire soigner, se faire accompagner. Écouter, accompagner, oui. C'est ça, et ça, c'est très important. L'accompagnement psychologique, on s'en doute, dans ces situations dramatiques, il est fort. Et justement, les psychologues sont là. Des assistants sociaux aussi qui sont là. Également.
Mais quitter le cocon familial finalement pour la vie étudiante, parce que c'est aussi ce détachement, ce choc, c'est souvent un saut dans l'inconnu et ça peut être catalyseur de certains excès, hein. On va y revenir. Alors vous avez parlé de soirées étudiantes, il y a les premières expériences d'adultes autonomes. Comment est-ce que vous intégrez dans le début du cursus cet finalement électrochoc, si on peut dire, pour éviter le pire? Oui, alors comme Cyril vient de l'évoquer déjà, en première année, les psychologues, notamment du centre de santé, viennent et ont un langage que des jeunes d'aujourd'hui peuvent recevoir, et un langage réaliste, je dirais, hein, pour permettre, notamment dans les débuts, les fameux temps d'intégration, comme on dit, hein, et qui ont toujours un aspect festif, ce qui est tout à fait normal, hein, il n'y a pas de difficulté avec ça. Mais par exemple, quand on revient d'une soirée à une heure un peu avancée de la nuit, on revient en groupe, on ne revient pas échelonné, une jeune fille toute seule. Enfin, voilà. Ça, c'est un apprentissage pratique. Très concrètes qui sont dites et souvent à des gens qui ne réalisent pas les dangers auxquels ils peuvent être exposés. Et puis, ce qu'on essaye de faire, c'est non seulement des adultes qui viennent dire ces choses-là, mais de mettre dans le coup des associations étudiantes, la fédération des étudiants, les étudiants eux-mêmes, hein, et qui se forment d'ailleurs sur cette prévention, sur cette lutte contre toutes ces formes de violence. Et on a aujourd'hui plus de 3800 étudiants qui sont inscrits dans ces formations. Autrement dit, que des étudiants parlent aux étudiants pour lutter, pour prévenir, parce que c'est la prévention qui évidemment nous intéresse le plus. Malheureusement, après, de fait, il faut qu'on accompagne des gens qui sont victimes et on essaye de le faire au mieux. Mais tout ce qu'on pourra faire au niveau de la prévention. Et dans ce cadre-là, imagination aussi. Vous voyez, on a eu ce qu'on appelle aujourd'hui des webtoons, hein, en bon français, hein, des bandes dessinées. Des BD numériques. Des bandes dessinées numériques qui aident à prendre conscience avec le langage des jeunes. Pour les jeunes aujourd'hui, on a la chance d'avoir une école de design artistique qui s'appelle Pictura, qui participe largement à l'élaboration de ces bandes dessinées qui sont publiées sur les réseaux sociaux, enfin là où les jeunes communiquent. Les fameuses bandes dessinées dont vous parlez, c'est la nouvelle campagne qui vient d'être lancée. Voilà. C'est aussi pour ça que vous êtes là ce soir. Qu'est-ce qu'elles disent? Où est-ce qu'on les trouve? Alors, on les trouve sur le site internet de l'Université catholique de Lille. Est-ce que les étudiants l'ont reçu personnellement chacun? Sur les réseaux sociaux. Hein, sur les réseaux sociaux. C'est beaucoup là plus que sur le site internet. Exactement. Et donc sur le site aussi forcément de Pictura, mais les réseaux sociaux bien mis en avant, effectivement. Et qu'est-ce qu'elles disent, ces BD? Elles disent des situations concrètes et comment on prévient des comportements à risque. Hein, je pense que... Et elles le disent de manière assez nette parce que les dessins sont... J'ai en tête celle du stagiaire où effectivement un supérieur dit c'est le stagiaire qui règle aujourd'hui, allez-y, lâchez-vous. Ça peut paraître aussi ces déclencheurs, ces petites phrases doivent être des déclencheurs. Alors voilà, la prévention, elle passe par dire les dangers, mais elle passe par regarder comment... Il peut y avoir un engrenage. Le harcèlement, c'est progressif. Hein, et je rentre dans un engrenage où finalement, je vais devenir finalement esclave de celui qui me harcèle. Hein, et c'est ces mécanismes-là auxquels on veut rendre attentifs nos étudiants. Et quand ce sont les étudiants qui parlent aux étudiants, ils écoutent mieux. Ça leur permet de décrypter des situations aussi. Voilà. Thierry Magnin, Cyril Hénon, la prévention, alors... Vous l'avez dit et vous savez comme moi, hein, alors je pense au code de la route, ça ne suffit pas, évidemment, prévenir c'est nécessaire mais pas suffisant. Alors les moyens d'action ils sont nombreux mais ils peuvent paraître un peu flous, un peu disparates. Concrètement, de quoi s'agit-il ? Il y a deux parties. Hein, il y a deux parties, et je redis le rôle des référents qui aident les jeunes qui peuvent venir dire, alors ils disent jamais je suis harcelé ou j'ai été victime, mais on voit que ça va pas bien. Hein, donc c'est ça les référents de proximité qui vont conduire les jeunes à aller soit à la cellule de lutte, soit au CPUSU, et l'un et l'autre d'ailleurs, parce que souvent il y a besoin d'un soutien, il y a besoin aussi parfois de porter plainte hein, lorsque la violence est rude. Et surtout de les accompagner psychologiquement et psychiquement pour qu'ils osent dire, pour libérer la parole finalement.
Oui, c'est ça, c'est vraiment un complément. Parfois, les situations de prévention, quand elles sont évoquées donc, dans ces sessions qui sont réalisées pour les premières années, c'est toujours ce grand saut qu'on évoque, elles révèlent aussi parfois des situations qui ont eu lieu de manière antérieure, en fait, finalement, à l'arrivée dans nos établissements. Et donc, de fait, c'est prendre en charge aussi ce qui va être remué un peu au cours de ces sessions de prévention. Donc, la prévention, elle informe, elle doit donner des bons réflexes, elle doit donner des clés pour comprendre et décrypter des situations, et en même temps, elle apprend aussi aux étudiants à savoir se diriger vers les bonnes personnes pour être à l'écoute et être accompagnés a posteriori. Avec évidemment une confidentialité qui est majeure, que l'on puisse tenir cette confidentialité de manière majeure. Ça, c'est très important. En matière de harcèlement, violence, discrimination, humiliation. Alors personne à aucun établissement évidemment ne peut faire le malin en prétendant détenir le seul mode d'emploi. Mais de quelle manière est-ce que chaque établissement possède finalement sa possibilité propre d'aller ou plus loin ou pas, ou d'adapter le dispositif académique? Voilà, ce système de référents et ce système de cellules et ce centre de santé, voilà, ça c'est un maillage qui vraiment permet d'ouvrir des portes. Alors on se doute que tous ceux qui viennent à la cellule ou tous ceux qui viennent au centre de santé, ça ne représente pas la totalité de tous ceux qui sont... On parle de 40 000 étudiants sur la Cato. Voilà, on peut dire qu'il y a environ... la cellule en 2023 a eu 16 signalements. Le CPSU, j'ai noté 19. Oui, c'est ça. Mais on se doute que c'est plus large que ça, malheureusement, les jeunes qui ont pu être atteints. Et justement... La prévention et le fait de faire connaître aussi les possibilités de venir être accompagné, soutenu, il faut aussi qu'on continue cette information-là pour que tous ceux qui ont été victimes puissent libérer leurs paroles et surtout être accompagnés et soignés. Où s'arrête cette prise en compte? Par exemple, on pense évidemment aux réseaux sociaux qui ne sont pas forcément internes aux établissements, mais par exemple, que faites-vous de cas même qui seraient signalés par des personnes qui ne sont pas forcément les mises en cause, mais qui seraient passées en dehors de l'établissement? Qu'est-ce que vous en faites? C'est une situation compliquée. En dehors de l'établissement, on va forcément écouter. Pareil, l'objectif de l'accompagnement qui est proposé ou par les psychologues ou par les cellules, et donc avec les référents que citait tout à l'heure Thierry Magnin, l'objectif c'est d'aider l'étudiant quand il est victime, quand ça s'est passé chez nous ou en dehors de chez nous, de décrypter la situation et en fait finalement donc de l'accompagner sur justement ce maillage qui a été mis en œuvre, soit en interne, soit dans l'accompagnement avec le CPSU, soit dans l'accompagnement sur justement donc la manière d'aller porter plainte, pourquoi aller porter plainte, l'intérêt d'aller porter plainte. Ça veut dire que les réseaux sociaux sont un terrain de vigilance aussi particulier pour les référents? Alors, les réseaux sociaux sont à la fois un lieu de communication et notamment toutes ces formes de prévention que nous voulons. C'est aussi un lieu de harcèlement, les réseaux sociaux. Donc là aussi, on peut être aussi et ouvert à et victime de. Donc, comment surveiller, comment être présent? Ça, c'est très compliqué. On ne maîtrise pas ces réseaux sociaux. Ce qu'on peut ouvrir, c'est la porte à ce que tout le monde puisse avoir accès à une personne de proximité pour pouvoir dire son malaise. Alors là aussi, les membres de la vie étudiante, ceux qui dirigent la vie étudiante, qui la conduisent au niveau des associations, des étudiants comme des professionnels, on voit quand même aussi des étudiants qui vont pas bien ou qui tout d'un coup ont des notes qui déclinent très fortement, qui ont eu des très gros problèmes. Parfois, ce sont aussi des problèmes familiaux. Là aussi, c'est externe à la vie universitaire en tant que telle, mais c'est pas pour ça qu'on va pas essayer d'en prendre soin. Donc une vigilance pour déclencher en même temps une délicatesse évidemment et une confidentialité comme on le disait, parce que sans confidentialité, aucune aide n'est possible. Thierry Magnin, Cyril Hénon disait à l'instant, il y a quelques minutes, que ces situations de harcèlement, parfois, elles arrivent avant l'arrivée à l'université, avant l'arrivée dans l'enseignement supérieur. Est-ce que ça, c'est un phénomène un peu nouveau, d'ampleur? Oui, l'ampleur, on voit bien que dès le collège, l'actualité nous le montre tout le temps, dès le collège, et même parfois avant le collège, le harcèlement notamment sur Internet et dans les réseaux sociaux, c'est énorme. Mais est-ce que ça veut dire que c'est trop tard? Vous êtes là pour mettre un pansement sur une jambe de bois? En tout cas, lorsque les gens arrivent dans la vie étudiante, malheureusement, c'est une ambiance qu'ils ont déjà connue
Et certains la découvrent parce qu'ils ont eu un cocon familial qui les a protégés d'une certaine manière, et tant mieux. D'autres, malheureusement, sont habitués déjà à cela, voire déjà victimes avant de rentrer dans. Est-ce qu'il peut être trop tard ? On ne dira jamais qu'il est trop tard parce que voilà, dans cette tranche de vie où justement ils construisent leur vie, et ils apprennent un métier, ils essayent de se développer. Et la vie étudiante, c'est d'abord un lieu de développement de nos étudiants personnellement, collectivement et communautairement, j'allais dire. La vie associative est là. Donc c'est d'abord ça. Donc là aussi, ça donne un cadre dans lequel leurs difficultés, ils peuvent, nous l'espérons en tout cas, progressivement les dire pour se faire aider. Il nous reste 2 petites minutes. Cyril Hénon, j'aimerais rebondir sur ce que vient de dire à l'instant Thierry Magnin, sur le fait que finalement la dynamique de la vie étudiante, elle est réellement présente. Elle est faite de croissance, elle est de réalité, de vitalité. Eh bien, de quelle manière justement est-ce que vous pouvez rassurer celles et ceux qui nous écoutent et qui se disent ben oui, comment maîtriser quand c'est en pleine croissance, et de quelle manière est-ce que donc vous pouvez rassurer les jeunes aussi en leur disant voilà, il y a de la place pour vous et on sera là à votre écoute. Franchement, très concrètement, tout ce qui est mis en œuvre à l'Université catholique avec chaque établissement qui déploie donc ces dispositifs, un dispositif à l'échelle cette fois-ci donc du U comme on le dit en interne, donc c'est vraiment les établissements de l'université, de cette fédération d'établissements. On se regroupe aussi entre nous en commission vie étudiante au moins une fois par mois, et aujourd'hui en fait on a la capacité vraiment d'offrir en fait finalement des lieux d'écoute, d'accompagnement. Je crois qu'en fait on est très clair aussi sur la capacité à ce que justement si des situations ont été vécues par le passé, quand on arrive, on décrypte, et là on est là aussi du coup pour soutenir a posteriori. C'est extrêmement important d'avoir effectivement cette capacité de dire quand on vient faire cette prévention et qu'elle l'éveille ou qu'elle réveille en tout cas des situations par le passé, il y aura quelqu'un en fait finalement pour écouter, accueillir cette parole et accompagner aussi l'étudiant a posteriori. Il y a aussi comment on peut être solidaire à l'échelle d'une ville. On pense au fameux conseil de la nuit que la municipalité ici à Lille a voulu, avec à la fois des responsables étudiants, des responsables d'université, des barman, des gens des quartiers un peu difficiles la nuit. Comment là aussi on peut être ensemble pour que ces nuits étudiantes se passent de la manière la plus sereine possible. Oui, il y a un réseau, je pense. C'est pas encore suffisant. Il faut qu'on aille encore plus dans la proximité, mais c'est possible, quoi. Père Thierry Magnin, je rappelle que vous êtes recteur délégué à la vie étudiante. Merci d'avoir été dans ce studio. Cyril Hénon, vous êtes le directeur de Hall, l'association qui accompagne les étudiants du campus dans leur vie quotidienne. Merci à tous les deux, en tout cas. Merci à vous. D'avoir pris le temps de venir et présenter et expliquer ce dispositif de lutte contre le harcèlement, contre les violences et contre les discriminations.